Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue en ce samedi 4 janvier 2025 et une nouvelle fois, au nom de mon nom personnel et puis surtout au nom de toutes les équipes de la chaîne, on vous souhaite une belle année pleine de moments de sourire, de joie avec vos proches et bien évidemment une très belle année de santé. On a une pensée bien évidemment comme à chaque fois pour les personnes malades, personnes qui sont dans le besoin, les personnes seules et puis tous les détenus d'opinion et les détenus politiques qui malheureusement aujourd'hui sont derrière les barreaux et pour une grande partie, aucune nouvelle et parfois ils restent pendant plusieurs mois sans avoir vu un avocat responsable de la justice. Au programme ce soir, donc, nous allons revenir sur les actualités qui ont dominé la semaine en Algérie. Nous allons bien évidemment faire une rétrospective succincte, mais demander à nos amis comment ils ont vu cette Algérie 2024, nouvelle Algérie. C'est le slogan d'Abdelmadjid Tebboune. Nous allons revenir bien évidemment sur un certain nombre de points qui ont bouleversé certainement le pays, le pouvoir d'achat, l'économie symboliquement, mais à un moment important, on se souvient de la difficulté du sacrifice du mouton de l'Aïd el-Kébir de l'année 2024 par exemple, et puis ces produits qui du jour au lendemain peuvent donc être multipliés par 10, par 15, parfois par 20 dans l'incompréhension totale depuis plusieurs années. Une économie à tâtons qui a du mal réellement à se dessiner, à se positionner. La politique, bien évidemment, le scrutin du 7 septembre qui marque l'année 2024, un président très mal élu puisque le scrutin a totalement été boycotté. On reviendra aussi sur les libertés et puis une deuxième actualité qui a dominé aussi la semaine au moment où les États du monde font alliance, bien évidemment dans une stratégie de développement pour le bien-être de leur pays, donc le bien-être de leur peuple. L'Algérie, une nouvelle crise diplomatique avec le Mali, donc on reviendra, on écoutera bien sûr le communiqué officiel du Mali qui parle d'une profonde stupeur, qui condamne fermement les propos d'Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères algérien, et qui invite surtout l'Algérie à se recentrer sur sa crise, sur ses crises intérieures, extérieures, et qui demande à l'Algérie d'éviter de continuer cette ingérence. Et puis on reviendra du côté des libertés, bien évidemment. On évoquera la situation aujourd'hui du journaliste donc Abdelwalik Blam qui reste sans nouvelles. Avec nous pour en parler, le plaisir d'accueillir ce soir un militant de longue date, docteur, médecin, docteur Mohamed Lamine Chiban. Bonsoir. Bonsoir, Chaben. Je vous salue et je salue toute l'équipe d'El Mgharibia et je salue toutes celles et tous ceux qui aspirent à la dignité et à la justice. Merci encore une fois pour l'invitation. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie, docteur, et encore une fois, une bonne année pour vous et vos proches et santé, le plus important à mon sens. Zaki Hanach est avec nous, qu'on ne présente plus, militant, défenseur des droits de l'homme. Zaki Hanach, bonsoir et bienvenue. Alors, je crois que vous êtes en mute, cher Zaki Hanach. Oui. Pardon. Premièrement, je remercie le Maghrébia pour cette invitation et je salue tous les téléspectateurs qui sont en train de nous voir. Merci. Merci infiniment. Docteur Mohamed Lamine Chiban, je vais commencer par vous. Vous êtes en Algérie, vous êtes citoyen, vous connaissez bien le pays à plusieurs niveaux et notamment au niveau de la santé entre autres, mais pas que, le pouvoir d'achat aussi. Je vais dans quelques instants vous demander votre avis. Comment vous avez vu cette Algérie 2024 avec tout de même plusieurs annonces qui ont été faites par le président algérien et puis sa gouvernance. Je voudrais juste qu'on regarde pour commencer cette émission un fléau qui a marqué l'année 2024, mais pas que. Depuis plusieurs années maintenant, ils sont nombreux à quitter l'Algérie. On va regarder la une d'Info Migrants sur la route migratoire entre l'Algérie et l'Espagne, une hausse effrayante des naufrages. La garde civile, notamment espagnole, média Levante et puis plusieurs ONG donc affirment aujourd'hui qu'on n'est pas loin des 520 personnes malheureusement recensées, décédées, mortes, paix à leur âme. On a une pensée pour leur famille. Plusieurs ont disparu, on reste sans nouvelles et dans les chiffres malheureusement, à partir du moment où elles n'ont pas été spécialement retrouvées, elles ne sont pas comptabilisées. 520
personnes donc mortes. Alors quand je dis personnes, c'est la famille algérienne, hein, c'est des jeunes, des enfants, parfois des bébés, des femmes enceintes, comme la semaine dernière, un bateau est parti du côté de Boumerdès. 464 en 2022. Seulement ce chiffre-là est 191 en 2022. En 2024, c'est 26 embarcations qui ont totalement disparu. Voilà aussi un fléau et un élément important qui parle du bien-être et du bon vivre des Algériens, avec une pointe d'ironie, l'état de santé d'un pays qui en dit long. Et tout ça dans le silence du pouvoir algérien. Docteur Mohamed Lamine Chibane, cette année 2024, comment vous l'avez vécu en Algérie? Ce que vous venez de parler concernant les Haraga, donc une pensée pour eux, plus de 500 morts, c'est vraiment malheureux pour un pays comme l'Algérie. Et ce qui fait mal au cœur encore, c'est que les médias n'en parlent pas et que les autorités, les plus hautes autorités n'en parlent pas. Elles ont, je ne sais pas pourquoi, il y a ce mutisme envers ces jeunes qui meurent tous les jours, si ce n'est l'organisation de José Clément qui nous informe. On ne pourrait jamais savoir. Et comme vous venez de le dire, nous avons perdu récemment une embarcation, il y a eu 15 morts en allant de la pointe Pescade. Mais justement, c'est vraiment désolant. Comment expliquer cette fuite importante de nos haragas, la fuite de nos cadres. C'est malheureux. Vous savez, je suis là à Chorfa, à la wilaya de Bura. Il y a 15 jours, nous avons perdu un jeune, Harag justement, qui n'a pas 18 ans. Tous les jours, il y a des haragas. Vous l'expliquez comment, docteur, justement? Vous l'expliquez comment? C'est quoi? Les libertés, le pouvoir d'achat, pouvoir se déplacer, pouvoir... Écoutez, un pays qui perd ses enfants et ne leur offre rien, l'envie de rester. Et donc, le seul espoir, c'est de quitter ce pays. Il n'y a pas de travail, il y a le chômage. Récemment, dans une supérette, une jeune fille, en discutant avec elle, qui était chargée de la caisse, me disait qu'elle avait un Master 2 et qui était sans travail. Donc, vous voyez un peu, il y a un chômage très important. L'envie de rester, c'est fini. On ne veut plus rester en Algérie. C'est malheureux. Voilà ce que je peux dire. Et que, surtout quand on voit certains officiels français nous traiter de cette manière et nous dire « Nous ne sommes pas la garderie de l'Algérie. Gardez vos clandestins. » les martyrs, 1,5 million de martyrs pour qu'enfin des gens d'extrême droite nous traitent de cette manière. Il n'y a pas que des jeunes qui partent, mais des femmes, des enfants qui veulent quitter. Est-ce que vous savez que en 2021, il y a eu plus de 14 000 OQTF, obligation de quitter le territoire français. Et nous, justement, nous avons des problèmes avec la France, qui est un membre du Conseil de sécurité, parmi les 5 membres du Conseil de sécurité. Pourquoi? Parce qu'elle soutient le Maroc, comme les États-Unis, comme tous les pays arabes soutiennent le Maroc. Sur cette année 2024, il y a ce fléau, mais qui continue encore. D'ailleurs, dans quelques instants, on va regarder une autre slide avec 3 presses. Vous allez voir, entre 2024, 2022 et 2017, rien ne change. Pour vous garder encore un peu de temps, docteur Mohamed Lamine Chibane, pourquoi vous évoquiez un point qu'on évoque, nous, dans le cadre effectivement de nos programmes, pourquoi est-ce qu'il y a ce silence des médias? Vous me direz, les médias peuvent choisir de quoi ils souhaitent traiter, mais ce silence
un politique, le pouvoir public, le pouvoir politique est élu. Enfin, il est en place et il doit protéger ses citoyens, ses concitoyens, concitoyennes. Pourquoi est-ce qu'il y a ce silence d'un président, dans son discours en début de semaine, il n'y a pas un mot pour cette jeunesse qui s'en va, il n'y a pas un mot pour ces familles, il n'y a pas un mot d'espoir. Pourquoi est-ce que ce pouvoir algérien se tait sur ce fléau qui date depuis plusieurs années? C'est un signe de mauvaise gestion du pays. Voilà. Donc il y a en plus un mépris envers cette jeunesse. D'une manière indirecte, vous voulez quitter le pays, allez-y, mourrez en mer. Vous n'êtes pas nos enfants. Mais qu'est-ce que vous offrez? Qu'est-ce que vous offrez à cette jeunesse? Quand on voit que nous avons des confrères et consoeurs, des médecins résidents qui font la grève, la même chose. C'est le mépris total. On a essayé un petit peu de prendre attache avec eux un mois après. Mais quel résultat? Ils sont toujours en grève. Ils ne sont pas satisfaits. Donc, il est temps que ce pouvoir voit la réalité et prenne vraiment les problèmes d'une manière correcte et courageuse. Et rien ne l'empêche justement de tendre sa main envers cette jeunesse et d'arrêter un petit peu ce fléau, ces départs massifs vers la France et vers l'Espagne. Et il est temps que ce pouvoir se ressaisisse. Il est temps qu'il se regarde en face d'une glace. Subhanallah, mais c'est ça. Et on ne peut pas trouver on ne peut pas cautionner ce pouvoir quand il méprise sa jeunesse, quand il méprise pratiquement son peuple, en occultant justement la mort de plus de 500 Algériens durant l'année 2024. Sur ce premier recensement, il y en a, je le rappelle, c'est vraiment un chiffre qui n'est pas terminé, puisqu'encore une fois, ce sont les personnes, la famille algérienne, à chaque fois je le dis, les personnes qu'on retrouve, que les ONG, la garde civile espagnole retrouve, il y en a d'autres qui disparaissent et parfois on ne les retrouve jamais. Un autre qui malheureusement a dû quitter son pays, qu'il aime tant, Zaki Hanash est avec nous. Une année 2024 pour vous qui ressemble à quoi? Je le disais, il y a ce scrutin du 7 septembre qui ressemble à tous les autres scrutins. Abdelmadjid Tebboune, 12-12-2019, a imposé des élections alors que la rue n'en voulait pas. 5 ans après, il y a un boycott total. Il y a ce fléau des haragas, il y a le pouvoir d'achat, il y a les libertés. Cette année 2024. Pour moi, l'année 2024, c'est une continuation. Une continuation d'abord par la feuille de route qui a été imposée le 12-12-2019. On sait tous qu'est-ce qui s'est passé en 12-12-2019. Et en 2024 actuellement, c'est une continuation. Continuation de tout. Continuation de la fermeture totale, de la répression, de désastres de côté politique, géopolitique, le côté économique. Il y a rien. Il n'y a rien qui donne à certains, par exemple, pour être optimiste, dire l'avenir de l'Algérie sera meilleur. Il y a des signes d'apaisement, il y a des signes positifs, que les choses, ça va marcher, ça va être positif dans les prochains mois, les prochaines années. Voyons aussi le haraka, parce que oui, le haraka, ça existe depuis des années, ça existe, c'est pas nouveau. Mais la chose qui est nouveau, c'est le nombre de personnes qui ont risqué leur vie pour aller à l'Europe. La chose de plus grave maintenant, si tu rentres dans les quartiers populaires, toute la jeunesse algérienne, tout le monde veut aller en Europe, tout le monde veut être à Haraga, tout le monde va prendre des bateaux. Le plus grave, c'est que quand tu trouves un jeune, un jeune de 19 ans, de 17 ans, 15 ans, toutes les catégories, 30 ans, 40 ans, ils préfèrent, ils risquent sa vie. Ils préfèrent qu'il meure dans la mer d'aller en Europe pour avoir un avenir meilleur, que qu'il reste en Algérie. Ça dit tout. Ça veut dire qu'il n'y avait pas
un espoir dans l'Algérie. Ce pouvoir qui est sur place, il a enterré l'espoir, parce que c'est des assassins de l'espoir. C'est ça ce qui se passe, parce que un jeune ou une famille, parce que maintenant on voit des familles complètes, on voit un mari avec sa femme et ses enfants risquant leur vie pour aller en Europe. Ça, c'est une première. On a l'habitude de voir des jeunes qui risquent leur vie d'aller en Europe. Maintenant, c'est des familles complètes. Ça se montre tout. En Algérie, la situation, il n'y avait pas d'espoir. Il y a un désastre partout, dans tous les plans, du plan éducatif, santé, économie, dans toutes les. Il y avait pas. On cherche de temps en temps. Peut-être il y a un domaine, peut-être il y a un secteur qui marche un peu, qui fonctionne normal, qui avait de développement positif dans tous les secteurs. Oui, puis je crois que le secteur, parce que le pouvoir, il parle de la corruption, du Issaba, de la nouvelle Algérie. Mais en réalité, la nouvelle Algérie, c'est l'Algérie ancienne, mais plus pire. Voilà la nouvelle Algérie. La nouvelle Algérie de Abdelmadjid Tebboune ou du nouveau système. Si. Ah, vas-y. Si je ne me trompe pas, vous parlez effectivement des différents secteurs en face qui composent le quotidien et de la vie d'un individu, mais au-delà de ça, il y a ce souci d'état de droit, des libertés en tout genre en Algérie. C'est peut-être ça aussi le profond mal-être qu'il y a au fond de cette jeunesse, et pas que. Vous parliez des familles. On rappelle que cette semaine, 4 enfants et une maman sont mortes. Les corps ont été récupérés notamment par Mostaganem. C'est ça aussi une des problématiques en Algérie. C'est quoi? C'est cette démocratie, ce pouvoir illégitime. Revenons à la démocratie, revenons aux côtés des droits et des libertés. Ça, on peut dire, malgré la décennie noire, malgré les périodes difficiles que l'Algérie a vécues depuis l'indépendance, mais on n'a jamais arrivé à ce stade-là. Pour rappeler, la Ligue algérienne des droits de l'homme, la fameuse Ligue, malgré dans les années 90, il y avait une guerre civile en Algérie, mais ils n'ont jamais dissous la Ligue. Mais en 2022, ils ont arrivé à dissoudre la Ligue algérienne des droits de l'homme, sans oublier du parti politique que MDS, le PST. Ça veut dire, il y avait une fermeture totale. Quand tu trouves un citoyen qui a été accusé de terrorisme parce qu'il a publié juste une publication sur les réseaux sociaux. Le contenu, c'est quoi? C'est de critiquer, parce qu'avant, ils disaient le pouvoir d'être militant opposant de la feuille de route du pouvoir, c'est un crime. Mais ils ont allé plus que là. L'opposition, c'est pas seulement un crime, c'est un terrorisme. Et maintenant, un simple citoyen qui ose critiquer, qui ose donner son avis, ils disent que ça marche pas bien. Je suis pas content. Il sera arrêté, poursuivi par l'article 87 bis. Ça, c'est très grave. Ça veut dire là, le pouvoir, il est allé trop loin. Il n'a pas seulement, parce qu'on n'en parle pas seulement d'imposer une feuille de route, d'imposer un président, d'imposer leur gouvernance sur le peuple. Mais ils ont allé jusqu'à réprimer le peuple. Tu parles, tu rentres en prison. Tu critiques, tu rentres en prison. C'est ça le problématique qu'on est arrivé là. L'Algérien a compris. L'Algérien dit qu'il n'y avait pas d'espoir. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Ils ont tué tout espoir sur l'Algérie. Il n'y avait pas d'espoir positif. On est dans un mur. Maintenant, pour moi, il n'y a aucun espoir. C'est pour ça que tu trouves des familles complètes essayant de fuir, de préférant d'aller mourir dans la mer mieux que de rester en Algérie. Restez avec nous, Zaki Hanef. Juste, voilà, c'est quelques images. Vous allez voir ici trois presses que je vais demander à mes... Voilà, le matin d'Algérie, donc qui revenait sur ces 28 Haraga, cette jeunesse, hommes et femmes donc, qui ont disparu au large de Boumadès. Vous avez la date ici, le 30 décembre. C'était en début de semaine, c'était lundi dernier, donc c'est vraiment malheureusement tout frais. Une Algérie qui perd autant d'enfants
en fin d'année. On est en février 2022. Ben, vous avez la une de l'Humanité, l'exil meurtrier des Haraga. Plus de 400 personnes, de nombreux jeunes sans perspective ont perdu la vie en 2021. Voici pour l'Humanité. Donc c'est pour vous dire que c'est un fléau qui continue. Et à suivre France 24. Voilà, on est en 2017, hein, bien avant l'arrivée au pouvoir d'Abdelmajid Tebboune. Le phénomène des Haraga, les migrants algériens, ne faiblit pas. Voilà, on vous dit clairement les appels les Haraga. Il s'agit des migrants qui tentent par milliers chaque année de traverser donc la Méditerranée en direction de l'Eldorado, pour eux d'aller trouver bien bon vivre malheureusement ailleurs. Docteur Mohamed Lamine Chibane, je reviens à vous, bien évidemment, après ces quelques éléments qui donnent l'état de santé du pays. On a tout de même un président algérien, Abdelmajid Tebboune, qui a offert un discours, qui a donné un discours, qui a appelé notamment peut-être à une base, à l'expression, à l'ouverture au dialogue national. Il a aussi réitéré dans ses vœux la confiance que le peuple lui a donnée le 7 septembre. Mais la réalité est là, c'est un scrutin vide. Hein. Il est très mal élu, ce président. C'est une réalité. Bien sûr, ont été vantées les réalisations. Ce dialogue national, notamment, qui réunit un peu les partis politiques, la presse, les médias, le citoyen. Est-ce que dans cette Algérie où tout est fermé, le champ syndical, médiatique, politique, est-ce que réellement il y a le bon climat pour avoir réellement un dialogue national? Est-ce qu'on peut y croire en Algérie? Alors, je crois qu'on a perdu le docteur Mohamed Lamine Chibane, qu'on va retrouver dans un instant. Vient nous rejoindre Belaïd Jamer. Bonsoir Belaïd Jamer, bienvenue. Vous êtes militant politique, vous êtes à Paris. Je vais enchaîner avec vous. D'abord, bonne année à vous, une bonne santé pour vous, vos proches et votre famille. Belaïd Jamer, c'est deux enchaînements. D'abord, un mot sur cette année 2024. Vous êtes peut-être à Paris, mais vous suivez l'Algérie, vous aimez ce pays, vous êtes militant. Et puis, les annonces d'Abdelmajid Tebboune. D'abord, d'un point de vue général, on va augmenter les salaires de 53%, le dialogue national qui va s'ouvrir, l'ouverture du champ politique. Il y a une nouvelle Algérie qui arrive, vous y croyez? Bonsoir Chaban, bonsoir à toute l'équipe technique et à toutes les téléspectatrices, téléspectateurs de Al Magharibia, sans oublier les détenus d'opinion. Et merci pour l'invitation. Et je vous dis à tous et à tous vos auditeurs aussi une très très bonne année, espérant qu'elle va ramener du bonheur et surtout pour l'Algérie et la paix dans le monde. Pour ce que vous venez de dire par rapport à l'année 2025, je pense qu'elle va être comme les précédentes, si ce n'est pire, parce que quand on voit le dernier discours du chef de l'État, M. Abdelmajid Tebboune, devant les deux chambres, et les discours qu'il a tenus, c'était si on voyait des chiffres, peut-être si on voyait des réalités sur le terrain, quand même, on a nos contacts, on a nos familles en Algérie, on a nos amis en Algérie, on sait ce qui se passe, on sait le nombre de jeunes qui n'arrêtent pas de prendre les embarcations de fortune pour certains et de la mort pour eux. Pas loin qu'il y a quelques jours, il y a eu ce matin même, j'ai vu, je pense à Oran, ils ont enterré, ils ont fait sortir d'un hôpital une maman et ses 4 enfants qui étaient morts, je pense, noyés aussi. Et dernièrement, c'était une embarcation. On voit ça tous les jours sur les réseaux sociaux. Alors quand on voit, maintenant pendant l'été, on peut dire, mais quand quelqu'un prend le risque en plein hiver, de traverser la Méditerranée pour atteindre, peut-être, il sait très très bien pertinemment qu'il n'atteindra jamais la deuxième rive, et sachant qu'il a laissé quelque chose derrière lui, un beau pays comme l'Algérie, un énorme pays comme l'Algérie, un aussi riche pays comme l'Algérie, il a laissé derrière lui pour y aller vers le néant, il ne sait même pas ce qu'il va trouver. S'il arrive à la deuxième rive déjà,
il me semble que ça explique tout. Et ça répond à l'hashtag dont il a parlé le chef de l'État, Marani Charabdi, ça veut dire ces jeunes-là, Maram Charabdi l'Algérie, mais, je dis bien, mais ils aiment l'Algérie. Mais Maram Charabdi l'Algérie. Voilà. Un dialogue profond et inclusif et non purement discursif. Le docteur Mohamed Lamine Chibane est de retour avec nous. Docteur, bonsoir. Une réaction peut-être sur le discours effectivement devant les deux chambres. D'ailleurs, on a encore vu cette particularité. Hein, il est applaudi par tout le monde. Il y a une sorte de suprématie. Tout est d'accord avec lui, alors qu'il pourrait y avoir dans ces deux assemblées tout de même des voix discordantes. On a du mal aussi on a du mal. Vous analysez, vous apportez votre manière et votre analyse de voir ce régime. D'ailleurs, certains parlent aussi d'une époque soviétique. En tout cas, voilà, c'est un président qui a annoncé donc un lancement du dialogue politique auquel il s'est engagé, un dialogue profond, inclusif et non discursif, dit-il, renforcer les droits fondamentaux, avoir enfin le renforcement du front intérieur, retrouver un état de droit et une démocratie. Est-ce qu'on peut peut-être y croire, docteur Mohamed Lamine Chibane, ou on n'y croit pas dans ce système et dans ce régime? Personnellement, je suis réellement déçu. Quant aux applaudisseurs, pourquoi vous êtes étonné, c'est Chibane? L'applaudimètre est à 100%. Il n'y a pas de voix discordante, il n'y a pas d'opposition. La seule opposition qui existe, elle est diabolisée, elle est marginalisée, elle est harcelée. Il faut être à l'écoute des citoyens. C'est très important. La propagande, wallahi, ce qui est vraiment curieux, c'est lorsque je lis le rapport du ministère des Affaires étrangères concernant la Syrie. Et il appelle les Syriens, alors l'Algérie appelle au dialogue entre tous les enfants du peuple syrien, dans toutes ses composantes. C'est beau, mais qu'on le pratique d'abord chez nous en Algérie. Quand nous voyons des leaders de partis politiques qui sont interdits de passer à la télé, alors que nous payons nos impôts, justement, pourquoi ne pas autoriser, s'ils sont bien des Algériens, pourquoi interdire à Fethi Garres de parler? Pourquoi interdire à Karim Tabou? Pourquoi interdire à Fodil Boumala? Pourquoi interdire à Ali Belhaj? Pourquoi interdire Kamal Gemazi? Mais c'est incroyable. Jusqu'à alors quand pourquoi nous avons une seule... Pourquoi c'est pour rester au pouvoir? C'est ouvrir la démocratie, c'est ce qui renforcerait le pouvoir actuel d'ailleurs. Hein. C'est vraiment retrouver une légitimité, pouvoir réellement... Pourquoi selon vous, docteur? C'est Chibane, la dernière fois, quand la sous-secrétaire d'État américaine est passée en Algérie, elle avait fait une déclaration. Et elle avait dit, les sociétés seront plus apaisées et plus développées lorsque on autorise les manifestations pacifiques et on laisse les gens s'exprimer. Nous n'avons même pas le droit de sortir pour soutenir la Palestine. En Belgique, en Europe, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, au Maroc, partout dans le monde, alors il y a certains qui disent non, le peuple ne sort pas parce que le régime algérien il est pro-palestinien, donc il n'y a pas lieu. Mais c'est vraiment, je ne comprends pas. Alors là, il faut libérer tous les détenus d'opinion. Il faut vraiment avoir le courage politique, une volonté réelle, parce que nous sommes toujours dans un verrouillage de tous les espaces d'expression. On est dans le tout sécuritaire, vous avez cité, nous sommes Brejnev, Kosygin, Podgorny, le régime de Ceausescu, de la RDA, Eric Honecker, le régime pratiquement de la Corée du Nord, Kim Jong-il. Nous avons soutenu la Syrie à la dernière seconde. Nous avons soutenu le dictateur, le Kadhafi, au point où tous les pays ont mis le nouveau drapeau, je vous rappelle, l'histoire, dans leurs ambassades, du nouveau drapeau de la Libye. Seule l'Algérie a refusé. Et c'est ce qui se répète en Égypte. Jusqu'à présent, Sisi, le sanguinaire, refuse de hisser le nouveau drapeau syrien.
nous sommes, il y a vraiment cette diabolisation de tous ces opposants. Et on veut réellement, on ne veut pas d'une population avec un esprit critique. On veut des travailleurs obéissants, soumis, des gens justes, assez intelligents pour faire confectionner des machines et juste assez stupides pour accepter passivement leur situation. Merci, voilà la situation réelle de notre pays. Je reviens à vous, docteur Mohamed Lamine Chiban, avec nous ce soir. Zaki Hannache est avec nous ce soir. Une réaction sur ses vœux. D'ailleurs, il s'est exprimé, il a dit merci infiniment de m'avoir donné confiance. Il vit sur une autre planète, ce sont les chiffres, encore une fois. On aurait aimé avoir plusieurs candidats, et puis est-ce que ce candidat, Abdelmajid Tebboune, puisse passer sur des plateaux télé, avoir un vrai programme, et puis avoir de vraies élections. Ce n'est pas le cas. D'ailleurs, on a vu aussi le Mohamed Chorfi qui avait parlé de qualité, de catastrophe en direct. L'Algérie est encore passée, enfin le pouvoir pour l'hérésie sur ces élections. Zaki Hannache, sur les annonces du chef de l'État, un pays émergent, des indicateurs financiers sont au vert. Premièrement, elle a remercié qui exactement? Pour moi, c'était clair, elle a remercié l'armée, elle a remercié parce que celui qui a fait confiance, parce qu'on sait, en Algérie, c'est l'armée qui désigne le nouveau président, le chef de l'État. Ça veut dire qu'elle a remercié la confiance de l'armée pour le désigner en deuxième mandat. Ça, c'est clair, mais elle dit au nom du peuple. Toujours, tout le monde utilise le terme le peuple a voté, le peuple a désigné, le peuple m'a fait confiance, mais en réalité, elle parle pas de l'armée. C'est l'armée qui a fait confiance à Abdelmajid Tebboune, c'est l'armée qui a désigné Abdelmajid Tebboune. On sait qu'en Algérie, il y avait une désignation, il n'y avait pas un vote, il n'y avait pas une démocratie. Ça, c'est clair et net. Revenons à Chorfi. C'est la catastrophe, c'est que avant, et parlant qu'avant le Zaïr al-Qadima ou le Zaïr al-Aïsaba, il donne clairement que oui, avant, il n'y avait pas des élections correctes, il y a toujours de la corruption, il y a toujours des déviations, mais avec le Jadida, même ils ont fait une promotion pour Chorfi, disant c'est l'homme le plus parfait, l'homme le mieux placé pour gérer les élections, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un de professionnel, et à fin de compte, on a vu ce désastre. Ça veut dire, si on parle, si Chorfi, c'est un exemple de tous les secteurs, parce que dans tous les secteurs de l'Algérie, tous les ministres, c'est la même chose, c'est pareil. Voilà, c'est parce qu'il y a des gens incompétents, parce qu'ils maîtrisent seulement la corruption, et c'est tout. Mais en réalité, pour travailler pour l'Algérien, pour travailler pour l'Algérie, pour les Algériens, les Algériens, c'est pas pour eux qu'ils travaillent, pour leur intérêt, c'est tout. Pour l'intérêt des généraux, c'est ça le problème. Mais malheureusement, qu'est-ce que je dis pour l'année 2025? Malheureusement, il n'y avait pas, pour moi, à mon avis, c'est la seule solution pour arriver à ce que le peuple, ou ce que nous désirons, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite pour notre Algérie, pour notre chère Algérie, elle ne sera pas réalisée s'il y avait ce pouvoir-là, ces gens-là sont au pouvoir. La seule solution, malheureusement, c'est avoir un changement radical. Il faut vraiment faire partir ces gens corrompus, parce que avec eux, tu peux pas gérer un pays comme l'Algérie, un gigantesque pays comme l'Algérie, avec des incompétents, avec des gens corrompus. On peut pas. Ça veut dire, ces gens-là, ils ne voulaient pas céder le trône, ils vont rester. Disons que le peuple, par exemple, quand on parle d'Abdelmajid Tebboune, même en tant qu'un président avec sa place stratégique, le discours d'Abdelmajid Tebboune est catastrophique. Revenons, qu'est-ce qu'il a parlé sur Abou Alem Sassal? Alors justement, on y vient. Il a déclaré sur Abou Alem Sassal, puis la télévision officielle a supprimé le discours d'Abdelmajid Tebboune. Ça, c'est du tout. C'est un président qui ne connaît même pas parler. Elle a fait des... Vous m'écoutez? Oui, je vous entends. On va juste écouter, on y vient justement sur, parmi ces déclarations, le chef de l'État s'est aussi donné en spectacle quelque part.
par rapport à la France, en relation avec la France. Et voilà ce qu'il a dit. Vous envoyez un imposteur. Alors pour les arabophones hein, qui ont réellement traduit, donc on parle plutôt de voleur. En tout cas, vous envoyez un imposteur qui ne connaît pas son identité, ne connaît pas son père et vient dire que la moitié de l'Algérie appartient à un autre État. Il s'agit de l'écrivain Boualem Sansal. Alors ce soir, on va encore même s'intéresser sur les méthodes d'un chef d'État, hein, le plus haut placé d'un pays comme l'Algérie, sur ses méthodes de faire, ses méthodes de dire. On rappelle que Boualem Sansal a disparu pendant aussi une semaine et entre le 16 et le 22 novembre, pas de nouvelles. Le 22 novembre au soir, l'APS sort, je vais rester correct, mais on ne sait même pas qui écrit ça, d'une violence et d'une vulgarité sans nom. Et puis un avocat qui est interdit de visa, une opacité dans une affaire. Voilà, encore une fois, ça relève, et ça, c'est une affaire qui a mis en lumière vraiment les problèmes de liberté, cette répression qui existe en Algérie. On va écouter le chef de l'État algérien sur ses propos concernant l'écrivain Boualem Sansal. Voilà, c'est ce qui était prévu. Hein. Je remercie les équipes en régie, c'est ce qui était prévu. Belaïd Jamer est avec nous. Vous avez un peu de temps encore. Je sais que vous êtes occupé. Comment vous réagissez On a affaire là, on se pose la question, hein, vraiment. Plus ça va, plus on s'attaque d'une manière à des médias étrangers, on s'attaque d'une certaine manière à des philosophes, des penseurs, des écrivains. On peut ne pas être d'accord, encore une fois, c'est pas la question ce soir, mais quand vous entendez ça d'un chef d'État, d'un pays comme l'Algérie, comment vous réagissez ? Sincèrement, j'ai déjà donné un avis, mais sincèrement, moi j'étais choqué quand j'ai entendu ça. Parce que chez nous, d'ailleurs, je m'excuse envers vous et envers les auditeurs pour le mot que je vais utiliser. Chez nous, parce qu'il a traité de Medjoul Haouia, ça va, mais sans identité, ça va, mais dire il connaît pas son père, ça veut dire il le traite, désolé pour le mot, parce que chez nous de dire ça, il le traite de bâtard. Je suis vraiment désolé d'utiliser le mot. Et ça, c'est très, 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 très grave, sachant que chez nous, les télés, on les regarde en famille, surtout la télé algérienne. Et j'imagine le nombre de personnes, de familles qui se retrouvent en gêne devant cette expression. Et aussi venant d'un chef de l'État. Il a vraiment baissé d'un niveau inimaginable. On ne dirait pas qu'on entend un chef d'État, mais on entend juste un homme, un petit voyou qui parle dans la rue, qui dit n'importe quoi. Et il l'a dit où? Dans un discours officiel, devant les deux chambres et au peuple algérien. Maintenant, ça a été retiré, Belaïd Jamer. Ça a été retiré juste derrière, surtout, enfin nous, bien évidemment, en tant que médias, on a récupéré tout ça. Mais ça a été retiré parce que ça a fait une polémique. Ça a fait une polémique. Et même à leur niveau, après, ils ont vu que ce qu'il a dit, c'est pas un mot qui se dit chez nous. Il aurait pu utiliser d'autres termes, mais ce mot, il se dit pas chez nous. Et en plus, Boualem Sansal, par exemple, ce qu'il a dit, Boualem Sansal, il a parlé au passé, il n'a pas dit que ça appartient aujourd'hui au Maroc. Sachant que les mots qu'il a tenus, Boualem Sansal, ça relève de la liberté d'expression. Il a dit ce qu'il a dit. Les propos, ils sont condamnables. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas condamnables, mais au moins, il passe devant la justice. Là, le chef de l'État, il l'a jugé avant que le juge, normalement c'est le juge qui devrait le juger. Si les propos, il devrait être rentré en prison, il va être condamné, mais il a été condamné par le chef de l'État. La présomption d'innocence, ni le respect de la justice, absolument rien du tout. C'est là où on voit que en Algérie aujourd'hui, il n'y a ni justice, dont on parle de la justice indépendante, ça n'existe pas de justice en Algérie. Le chef de l'État, tout ce qu'il a dit pendant son discours, c'est du pipeau. C'est des gens qui n'ont aucun respect au peuple algérien. Je rajoute à ça, il ne faut pas qu'on oublie qu'ils ont fait la même chose avec le défunt Ferh Marbé Borga, quand ils l'ont sali sur la télé nationale. Et ils ont dit qu'il a pris le nom de son frère, que c'est son frère qui est un shahid, un moudjahid,
son frère, je pense, c'était un shahid, il a pris son nom, il n'a jamais fait la révolution. Et mais là, jamais rapidement sur cette actualité. Le pouvoir algérien, je sais que je vais devoir vous libérer, mais pourquoi il n'assume pas? Pourquoi retirer? Ça a été dit, ça a été vu, ça tourne sur les réseaux sociaux. Lorsqu'il y a une bassesse, enfin à un moment donné, parce que ça a été qualifié de bassesse, d'un niveau très bas au-delà, mais il faut assumer. Pourquoi est-ce que le chef de l'État, c'est comme ça, les mots sont dits et ça doit rester? Ben, il le retire pour quelque part soigner et dire indirectement, lui de demander pardon, dire indirectement ou un pardon indirect par rapport, soi-disant, comme ils ont l'habitude de le faire et de le dire, Hafet Lissen, soi-disant, il a lâché un mot sans faire attention. Je suis désolé, c'est un chef de l'État et c'est un discours officiel d'une importance quand même devant les deux chambres. Et en plus, ce qui est étonnant, je vous ai entendu tout à l'heure le dire, toutes ces personnes qui applaudissent, désolé pour le deuxième terme que je vais utiliser parce que c'est des conneries, pour les conneries d'un chef de l'État, d'un monsieur qui n'a même pas une carrure d'un président, qui n'a même pas un langage d'un président, qui n'a même pas le discours d'un président. Pauvre Algérie, je souhaiterais pour cette année 2025 un changement radical, pacifique, malgré qu'ils sont en train de faire tout ça parce qu'ils ont peur par rapport à ce qui s'est passé en Syrie. Ils sont en train d'essayer, soi-disant, il a appelé un dialogue national alors que c'est du pipeau. Il ne va pas le faire parce que l'opposition, ils l'ont mise de côté, la vraie opposition. Ils sont en train d'appeler à un dialogue national entre eux et j'espère qu'il y aura un changement pacifique. Je souhaite l'union de l'opposition pour cette année 2025. Belaïd Jamer, merci infiniment. Merci beaucoup à vous, merci à tous vos auditeurs et je vous dis bonne continuation et Tahiyya al-Jazair. Au plaisir, merci infiniment. Pareillement pour vous, bonne soirée. Docteur Mohamed Lamine Chibane, une réaction, le président algérien fait une telle sortie, ça a été qualifié voilà, d'injure encore une fois, de vulgarité. Bon, ce n'est malheureusement pas la première fois, on pourrait récupérer plusieurs coupures de presse et encore on a évité ce soir et cette semaine vraiment de vous montrer certaines presses algériennes qui emploient mais alors des grossièretés et des mots pas possibles qui sont vraiment imprononçables. Mais docteur Mohamed Lamine Chibane, quand vous entendez le président algérien faire une telle sortie, en plus derrière c'est coupé, est-ce que c'est comme ça qu'on fonctionne? Est-ce que c'est comme ça qu'on fait de l'information, de la pédagogie, de la diplomatie aussi, de la liberté, de la justice? Docteur Mohamed Lamine Chibane. Il est vrai qu'on est outré en entendant M. Sansal parler de cette manière pour un écrivain, pour un penseur. Il est vrai, je comprends à une certaine limite la réaction des Algériens parce que réellement, l'émir Abdelkader de Mascara qui se trouve à l'ouest, pourquoi il a fait la révolution? Massali El-Haj, il est de Tlemcen. Zabana Men Wahran, le guillotiné, le premier guillotiné. Le colonel Lotfi, Allah yarhamou, le grand colonel Lotfi, Men Wahran, la wilaya 5, chef historique. Ahmed Ben Bella, il est de Tlemcen. Le docteur Ben Zarjeb, le premier médecin martyr, il est de Tlemcen. Ils ont fait le Cheikh Bouamama. Cheikh Bouamama, il est né au Maroc, mais c'est un cheikh qui a défendu le territoire algérien. Mais justement, est-ce que... on vous entend très bien, docteur. Justement, peut-être qu'avec des personnes comme vous, parce que je sais que vous êtes aussi... voilà, vous connaissez le dossier, il y en a d'autres, on aurait aimé voir... et là, ça relève aussi des libertés, on aurait aimé voir Boualem Sansal sur des plateaux télé, face à des députés, des responsables, face à des ministres, face à des journalistes, pour le remettre en question. Ça, c'est sur son contenu. Et effectivement, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais vous, en tant que militant politique, en tant que citoyen algérien, comment vous qualifiez ce comportement du chef de l'État algérien, encore une fois malheureusement très vulgaire, et en plus de ça, c'est coupé derrière, ce n'est même pas assumé. Il y a eu déjà un précédent avec Drarni, qui a été traité de Khabarji. Donc, ma foi,
que pourrais-je dire, Yanni? Il fait ce qu'il veut, hein, le président algérien. On a l'impression qu'il fait ce qu'il veut. Justement, parce qu'il n'y a pas justement d'une chambre indépendante, il n'y a pas de Sénat indépendant, il n'y a pas l'opposition qui est là, qui est présente et malheureusement encore une presse soumise aux ordres du maître et ces pseudo-députés qui sont là pour applaudir. Donc, il est vrai que je ne partage pas les propos du président concernant Sansal. Il fallait laisser les historiens, et le remettre à l'ordre concernant ses propos haineux, il est vrai. Mais de là à descendre si bas, tout à fait, je partage le point de vue de notre invité. C'est malheureux. Et puis on donne l'occasion aux Français, à Jean-Noël Barrot, qui est le ministre des Affaires étrangères, lorsqu'il parle, il dit les services de l'État, il parle de la France, sont pleinement mobilisés pour suivre, subhanallah, la situation de Sansal. On donne encore, on lance une perche à la France et à l'extrême droite pour profiter encore et nous dénigrer davantage. Donc, je pense qu'il faut mesurer ces paroles et il faudrait quand même être plus correct. Moi, je pense laisser la justice faire son travail et là, c'est à la justice de prendre la décision qu'il faut. Malheureusement, للأسف يعني هذا هو القماش سي شعبان. Merci, docteur. Je reviens à vous dans un instant. On va continuer l'émission avec vous deux. Je rappelle que Zaki Hanash est avec nous aussi. Tout de même, on va écouter ici ce politologue, cet écrivain aussi éditorialiste, hein, qui fait une comparaison intéressante entre le pouvoir algérien, l'État algérien et le peuple algérien. Et on passe maintenant donc à cette question qu'on vient d'évoquer aussi, hein, quand on s'exprime comme ça devant le monde entier, ça relève aussi de gros problèmes diplomatiques. On passe à la diplomatie dans un instant. Lundi 30 décembre, Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères algérien, je rappelle qu'il était déjà là dans les années 95-93, le RND, donc c'est pour vous dire aussi qu'on prend les anciens et on continue avec. Sans dit long, on va se poser cette question de quelle diplomatie il s'agit. Mais encore une fois, nouvelle crise, énième crise diplomatique. Donc Ahmed Attaf avait évoqué la situation au Sahel, indiquant notamment que l'Algérie considère que la solution militaire dans la région est impossible et refuse que des mouvements politiques qui ont signé l'accord de paix d'Alger en 2015 soient assimilés à des entités terroristes. Donc il parle du Mali. On rappelle que le gouvernement malien s'est retiré des accords d'Alger en janvier dernier, il y a tout juste un an. Le Mali répond. On écoute donc le communiqué officiel. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a appris par voie de presse et avec une profonde stupeur les propos de son Excellence M. Attaf, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la République algérienne démocratique et populaire, commentant à nouveau la stratégie malienne de lutte contre le terrorisme. Visiblement, les succès indéniables des forces armées et de sécurité du Mali ainsi que la pression exercée sur des groupes terroristes soutenus par l'Algérie ont du mal à passer chez certains responsables algériens nostalgiques d'un passé révolu. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale condamne avec la dernière vigueur cette nouvelle ingérence de l'Algérie dans les affaires intérieures du Mali, invite ainsi l'Algérie à recentrer son énergie sur la résolution de ses propres crises et contradictions internes, y compris la question kabyle, et à cesser de faire du Mali un levier de son position.
Voilà, on va retrouver dans quelques instants Zaki Hanash pour un petit souci de connexion. Docteur Mohamed Lamine Chibane, je reviens à vous. Il y a cette affaire avec le Mali, c'est pas la première. Hein, ça a déjà malheureusement commencé il y a longtemps. La Mauritanie, la France, le Maroc, le Niger, le Mali, l'Espagne, les Émirats. Derrière cette affaire, vous pouvez bien évidemment vous exprimer sur la sortie d'Ahmed Attaf, la diplomatie malienne qui répond. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui pose problème? Depuis 6 ans, l'Algérie ne s'est jamais autant isolée au moment où on rappelle, je le disais tout à l'heure, les États doivent créer des alliances dans leur but de se développer dans une stratégie pour leur intérêt. Tout à fait. Jamais l'Algérie n'est tombée aussi bas. Nous sommes dans un isolement diplomatique. L'Algérie, sincèrement, elle est ignorée. Elle est ignorée d'une part par les monarchies et elle est boudée par les pays du Sahel, à commencer par le Mali. Quand on se rappelle le colonel Abdullah Maïga, qui est vice-premier ministre à l'ONU, il a traité M. Attaf et le représentant à l'ONU d'énergumènes. Vous vous imaginez? Il dit qu'il cesse d'entrer dans l'histoire en reculant. C'est vraiment impensable quand ça vient du Mali. Et puis bon, c'est pas étonnant puisque récemment un site US News World Report en collaboration avec l'université de Pennsylvanie aux États-Unis, ils avaient dit, selon l'enquête, l'Algérie a perdu, je reprends, l'Algérie a perdu tout son prestige et toute son influence sur la scène mondiale. Donc, on devait s'y attendre à cela. Et réellement, quand on voit maintenant que le Maroc, qui est notre adversaire, alors que réellement c'est un peuple frère, le Maroc, c'est lui qui a été l'intermédiaire pour permettre au Burkina Faso de libérer 4 Français. Alors que le Burkina Faso est plus proche de l'Algérie que du Maroc. Alors, nous sommes en conflit avec pratiquement tous les pays en plus. Mali, Niger, on a eu des problèmes avec le Congo, avec le Soudan, les Émirats, l'Arabie Saoudite, l'Espagne, le Maroc, la Libye, Tahastan. Mais je me pose la question. Cette diplomatie, où est la diplomatie de Dr. Ahmed Talb Ibrahimi, la diplomatie d'Abdelaziz Bouteflika, la diplomatie de Saad Dahlab, Allah yarhamou. Vraiment, je me pose la question. Il est temps de revoir ces batteries. Sincèrement, c'est désolant pour l'Algérie. Pourquoi n'avoir pas fait à ce moment-là, quand notre problème c'est le Sahara occidental? Et nous avons donc retiré notre ambassadeur de la France. Nous l'avons fait déjà avec l'Espagne à Oud-Narjana, sans rien gagner. Au contraire, nous avons perdu. Alors, on fait le retrait de notre ambassadeur qui est aux États-Unis, puisqu'il a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et il a ouvert un consulat à Dakhla. Donc, il faut 2 poids, 2 mesures. Notre long conflit avec la France à la gel, le Maroc, mais avec les États-Unis, on se tait. Il faut avoir le courage à ce moment-là. Et dire, voilà. Donc, moi, je pense que vraiment, cette diplomatie, sincèrement, nous avons perdu beaucoup de temps et il est temps que monsieur le président se ressaisisse et qu'il retrouve quand même un représentant des affaires étrangères à la hauteur de ce pays, à la hauteur de ces 1,5 million de shahid, et il ne traite pas notre ministre des Affaires étrangères d'énergumène. Voilà, où nous sommes y allés. Voilà. N'y a-t-il pas un lien avec l'intérieur, politique intérieure? Est-ce que pour avoir une
une réelle place au sens de stratégie, de puissance, de crédibilité, de pouvoir aussi imposer, faire preuve vraiment de puissance dans ses idées, dans ses choix, d'abord de par aussi les hommes et les femmes qui dirigent un État, mais aussi de par sa politique étrangère. N'y a-t-il pas un lien avec la politique intérieure, docteur Mohamed Lamine Chibane? Est-ce que pour avoir une diplomatie, c'est plus... Voilà, avoir une confiance en la politique, avoir un État démocratique, avoir de fortes libertés, et puis être aussi légitime, avoir de vraies élections. On a vu dernièrement que Abdelmadjid Tebboune est tout seul en lice. Il est élu à 90%, ça en dit long. Ce sont des chiffres qui rappellent effectivement un certain nombre de pays. Effectivement, nous sommes méprisés par les pays démocratiques. Nous sommes vraiment méprisés et ils peuvent profiter de nos richesses parce que nous avons un pouvoir qui est là, qui est incorrect, qui est chancelant. Hein. Pour moi, il est vrai que la force du pays, c'est l'intérieur. Comme l'a dit Ben Ramdan, qui a été malheureusement assassiné parce qu'il avait parlé de la primauté du civil sur le militaire et la primauté de l'intérieur sur l'extérieur. Nous devons négocier. Vous voulez la vérité? Vous voulez quelque chose de sérieux, de concret? Nous devons négocier une paix durable avec nos frères marocains pour la stabilité de toute la région et le bien des peuples. Il faudrait que si vraiment on veut aller de l'avant, il faut de la sagesse, il faut de la pondération, il faut de la réconciliation. Non pour attiser encore les feux de la discorde, la haine. Même au niveau du sport. D'ailleurs, nous avons même le problème du sport, du SMA avec Berkane, je pense, l'équipe, un maillot, un tricot. D'ailleurs, nous avons perdu. Et le match, nous devons payer la taxe. Là. Mais jusqu'à où on va aller comme ça? Jusqu'à où? Tous les régimes méprisent, qui méprisent leur peuple, je vous le dis, hein, les régimes qui méprisent leur peuple, je l'ai déjà dit tout à l'heure, en occultant, en ne parlant pas de nos enfants qui meurent tous les jours, auront le même sort que les dictateurs que nous avons déjà vus, Bachar al-Assad, Saddam Hussein, Ben Ali, Moubarak, Kadhafi, Abdallah Saleh, Bachir, le Soudan. Voilà. Et au point où le Soudan a été divisé en deux. Et les puissances, justement, profitent des richesses du pays quand ils trouvent un pays qui... Comment expliquer, mon ami Chahben? Lui, Bachar al-Assad, qui disait aux dernières élections présidentielles, il avait récolté 95% de oui. Les 95%, واحد ما دافع عليك. Alors que Erdogan en Turquie, 51%. Et quand il y a eu le tentative de coup d'État contre lui, et ben c'est le peuple qui est sorti pour défendre Erdogan. Voilà la différence. Oui, il y avait une réelle élection. Avoir une force. Y a-t-il des conséquences possibles? Un État, effectivement, qui encore une fois, les actualités sont là, de plus en plus de problèmes, aussi avec un pays, un État, un pouvoir qui n'a pas spécialement le sens de la diplomatie, vraiment avec un petit d, parce que serait-ce que dans les mots MOTS, on est toujours dans la vulgarité, dans l'agressivité, on n'est pas spécial, on est loin d'être dans l'apaisement, même si encore on a un président algérien qui propose effectivement de mettre des solutions d'apaisement. N'y a-t-il pas des conséquences économiques? On peut se poser cette question. Est-ce qu'avec de tels problèmes diplomatiques avec plusieurs pays un peu partout en Occident, en Europe, en Afrique, il y a l'économie, mais il y a aussi peut-être la stabilité du pays, ce pays qui s'isole de plus en plus. Y a-t-il des conséquences néfastes sécuritaire, peut-être même dangereuse pour un État qui s'isole de plus en plus? Mais justement, bien sûr. Et c'est là, justement, je le répète, il est temps de se réconcilier avec le Maroc. Il est temps de trouver une solution à ce problème du Sahara occidental. Ne pas en faire une obsession. Il faudrait que les Algériens puissent discuter avec les Marocains et nos frères marocains discutent avec nos frères algériens. C'est pas en tentant de faire un pseudo une rencontre entre la Mauritanie et
le petit dictateur de la Tunisie, Qassis Saïd, qu'on va aller de l'avant pour le Maghreb. Moi, je pense qu'il faut vraiment avoir du courage. Et pour justement ne pas laisser la porte ouverte à certains pays du Golfe, ceux qui ne veulent pas qu'il y ait de démocratie dans cette région. Et ces pays du Golfe, ils sont là, ils sont aux aguets, ils aiguisent leur couteau, à commencer par la Syrie, ils sont là, ils attendent pour comment faire la contre-révolution, comment il y a eu lieu la contre-révolution en Tunisie contre le docteur Monsef El-Marzouki et contre le docteur Morsi en Égypte. Moi, je pense qu'il est temps que le pouvoir algérien se ressaisisse et qu'il laisse le problème du Sahara occidental entre les mains de l'ONU et on ne peut pas faire une obsession et au niveau de nos deux peuples. Parce que nous sommes alliés, nous avons des alliances, nous avons ça remonte à des millénaires, les relations entre le peuple marocain et algérien. Donc, moi, je dis autre chose aussi. Malcolm X disait, si vous n'êtes pas vigilant, les médias arriveront à vous faire détester les gens opprimés et à aimer ceux qui les oppriment. Donc là, il faut être très vigilant parce qu'il y a la propagande. Cette propagande des médias qui sont là, les applaudisseurs, ils sont là pour marcher derrière chaque président. Hein. Tout est bien, tout va bien, Madame la Marquise, le roi est mort, vive le roi. Donc, cette presse, sincèrement, elle me dégoûte. Je suis vraiment sidéré quand je vois cette presse aller comme ça, alors qu'elle devrait au contraire être au moins essayer d'être neutre, de plus ou moins, mais de là à plat ventriste, c'est malheureux, c'est Chaban. Et nous espérons pour l'année 2025, comme l'a dit votre invité, Inch'Allah qu'il y aura du nouveau, Inch'Allah qui va tendre la perche, il va tendre la main aux véritables opposants, les véritables patriotes, les militants de cause juste, pas ceux qui sont là pour leurs propres intérêts. Et peut-être que l'Algérie va reprendre et va pouvoir avancer encore davantage. Autrement, rien ne va changer. C'est 5 ans de passé, on va encore faire 5 ans. Nous serons toujours des problèmes. Et là, malheureusement, maintenant, pour notre pays, sincèrement. Voilà, restez avec nous, docteur. Merci. Il nous reste encore 10 petites minutes. L'actualité suivante, notamment, on l'a déjà évoquée. On va essayer de revenir un peu sur les libertés dans le fond. Et puis, on va voir une vidéo dans quelques instants où ces deux influenceurs, voilà, pour aussi vous donner l'information, mais je pense que vous l'avez eu, deux influenceurs opposés aux opposants du pouvoir algérien qui ont appelé à la menace, à la haine, à la mise à mort, qui ont été interpellés. On se retrouve dans un instant. Voilà, je voudrais qu'on regarde ensemble ce résumé de nos confrères de BFM sur les réseaux sociaux, sur ces deux influenceurs notamment qui ont été donc interpellés très tôt, déjà hier, suite à leur diffusion sur les réseaux sociaux, le résumé en images. L'influenceur algérien Zazou Youssef, qui avait appelé à commettre des attentats en France pendant le Nouvel An, a été interpellé à Brest ce vendredi 3 janvier. Il a été placé en garde à vue pour apologie du terrorisme et incitation à commettre des crimes. Zazou Youssef, de son vrai nom Youssef Aziria, a été interpellé chez lui aux alentours de 6h du matin ce vendredi, après avoir fait l'objet d'un signalement mardi 31 décembre. Les forces de l'ordre lui reprochent la publication de 2 vidéos, l'une dans laquelle il appelait en arabe à tirer sur des gens s'apprêtant à célébrer le Nouvel An, et l'autre dans laquelle il réaffirmait ses propos en
marchant dans les rues de Brest. En plus de l'influenceur, un deuxième homme a été interpellé en même temps que lui alors qu'il se trouvait dans son logement. Pour l'heure, on ignore si cet individu est impliqué dans l'affaire. Selon les informations de BFM TV, Zazou Youssef avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire délivrée par la préfecture du Finistère le 18 avril 2024. L'influenceur de nationalité algérienne comptait plus de 400 000 abonnés sur TikTok. Voilà pour cette information. Donc je rappelle, ce sont des pro-pouvoir, hein, Abdelmajid Tebboune, qui ont appelé donc à cette violence, donc qui ont été interpellés, bien évidemment. Vous l'avez vu. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, l'a clarifié officiellement. Et en parallèle, vous l'avez vu, hein, quand même un peuple algérien très très pacifiste et qui d'ailleurs s'en est jamais pris, hein, vulgairement et violemment aux pro-régime, en tout cas à leurs opposants, hein, qui ont toujours demandé de réelles élections, un changement de système, une transition avec une réelle justice et un réel état de droit. Avec nous, docteur Mohamed Lamine Chibane, on va terminer cette émission ensemble. Malheureusement, on n'arrive plus à joindre Zakaria avec nous ce soir. Je voudrais qu'on revienne ensemble sur la disparition du journaliste Abdelwalik Blam. On n'a pas de nouvelles depuis maintenant plusieurs jours, depuis dimanche. Rien n'est confirmé, mais en tout cas, on parle d'une disparition forcée. J'espère qu'on va pouvoir avoir des nouvelles pour l'opinion publique, mais surtout pour sa famille. Ça vous étonne tout de même? Ça nous rappelle du déjà vu, notamment l'écrivain Sansal qui avait disparu, mais aussi des arrestations. Ali Belhadj l'a vécu aussi, Karim Tabo, Mohsen Belabbas. C'est pas les premiers. Une réaction, docteur Mohamed Lamine Chibane. C'est désolant, Inch'Allah, pour maître Abdelwakil Blam de retrouver sa famille. Sincèrement, en 2025, les Al-Jadida, on harcèle comme ça des avocats à l'élite de l'Algérie. Quand on voit le doyen des journalistes, Saad Bouakba, Youssou Ziestienne, interdit de sortir du territoire national alors qu'il est malade. Et quand on voit Hassan El-Qadi, est-ce que ça y est, Hassan El-Qadi, parce qu'on l'a libéré, c'est fini, tout est réglé? Mais il faut le laisser activer de nouveau. Mais Benjamin et tant d'autres journalistes, c'est vraiment désolant. Quand on voit des corrompus, quand on voit ceux qui ont dilapidé le trésor public, ceux qui ont mis à genoux le pays, ils ont volé des milliards. Hein, ils sont là. Bon, certains sont en prison, il est vrai, mais d'autres, ils circulent librement. C'est malheureux. C'est ce qui explique justement le désespoir de cette jeunesse. Et puis, ces deux que vous venez de citer, c'est des rigolos. Driancourt, l'ex-ambassadeur, au Figaro, il a fait une déclaration, il dit 40% de l'immigration en France est algérienne. Et ouais, ce ne sont pas ces deux rigolos, à savoir comment ils sont, par qui ils sont activés. Mais quand on voit la violence quelque part, la violence, c'est une sorte de violence quand on voit les presses qui sont malheureusement dominées par le pouvoir s'exprimer d'une certaine manière, l'APS qui est l'agence presse officielle, le chef de l'État algérien qui s'exprime aussi d'une manière. Quelque part, on a ces violences qui se rejoignent aussi quand on a deux jeunes comme ça qui sont à la fois perdus, qui en arrivent vraiment à appeler au meurtre des militants qui demandent un changement, qui veulent un changement dans leur pays, et ils ont le droit. Il y a tout de même, j'ai envie de dire, des similitudes dans les façons de faire. Dans une certaine mesure, oui, vous avez raison. C'est attiser la haine entre les peuples, à commencer par le peuple marocain et le peuple algérien. Ça pousse effectivement. Il est temps que nos médias, que ce soit les médias lourds, la presse écrite, électronique, et les autorités, et surtout les rigolos de nos, entre guillemets, chefs de parti, pseudo-partis, qui sont là et qui sont heureux d'être au Khabarjia, justement. Khabarjia pour qui? Idarak Khabarji le Watan Tek, Idarak Khabarji le Doula Tek. Je l'admets, mais Idarak Khabarji a un système de gouvernance, Idarak Khabarji a un pouvoir. Ce pouvoir il a encore pour 5 ans, il va disparaître. Tu vas
encore être rabargé pour un autre pouvoir. Vous êtes encore, vous êtes comme ceux qui sont là, ceux qui applaudissent, les Moutablin, ils applaudissaient il n'y a pas longtemps, Bouteflika, Gaïd Saleh, c'était un dieu pour eux. Et maintenant ils sont là, ils ne parlent plus de Gaïd Saleh, on ne parle plus de Bouteflika, on parle de l'Essab, alors qu'ils étaient présents, ils étaient complices. Et maintenant, il parle de M. Tebboune. Mais moi, je pense, nécessairement, c'est désolant pour cette presse, cette classe politique, cette classe qui devrait rentrer chez elle, comme le disait Voltaire, trop le dire, comme rentrez chez vous et allez cultiver vos jardins, et votre place n'est pas là. Il y a d'autres gens, il y a des patriotes qui sont présents, et qui ont l'amour pour la patrie, qui chérissent l'Algérie, du sang nouveau. C'est pas vous, comme le disait l'écrivain américain, noir américain, il disait Frédéric Douglass, il disait il est plus facile de construire des enfants forts que de réparer des hommes blessés. On est en train de recycler, c'est le recyclage au niveau du Sénat, au niveau des ministères, c'est les mêmes qui reviennent. Quand vous citez le RND, vous citez le FN, alors qu'ils ont été condamnés, ils ont été par le Hira, comme ils disent, ils sont là, ils sont présents, ils sont tout contents. Farhanin Barwahum. Mon Dieu, j'ai honte à leur place. Sincèrement, j'ai vraiment honte. Donc, il est temps que ce pouvoir, pour l'année 2025, tendre la main à tous les Algériens et aller de l'avant, justement. Merci infiniment, docteur Mohamed Lamine Chiban, d'avoir été avec nous. Zaki Hanesh, malheureusement, qu'on n'a pas pu retrouver. Il était important aussi de l'entendre sur le journaliste Abdelwakil Blam, surtout qu'il le connaît très très bien. Merci infiniment, cher Zaki Hanesh, d'avoir été avec nous en direct du Canada. Et puis aussi avec nous Belaïd Jamer, le maire de Montpellier, voilà, Michael Delafosse, qui alerte la justice sur les propos de cet influenceur. L'un des influenceurs, ils sont plusieurs, notamment celui qui réside à Montpellier. Ça va encore en dire long aussi sur les médias et la politique française qui va réagir encore une fois sur ces incitations à la haine. Mais je vous le disais, quand on voit aussi l'incitation et la violence quelque part de la classe politique au pouvoir, je dis bien, le pouvoir actuel, c'est pas une très bonne image, et on en voit ici les réactions de ces jeunes aussi qui prennent un peu le même chemin d'une autre manière. Dans quelques instants, Salim Salhi qui vous retrouve, normalement, voilà, c'est ça pour El Amr. Merci à tous et je vous souhaite une belle soirée. Merci à l'équipe en régie, prenez soin de vous.